Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. C'est le 12e de la saison 2019-2020 et une fois n'est pas coutume, nous ne parlerons que d'un seul joueur. Eh oui, cela concerne un Français, et un bon, et même un très bon, puisqu'il s'agit de Rudy Gobert. Ce spécial Gobert sera l'occasion de parler de l'évolution de son jeu, de la très bonne passe traversée par son équipe Utah, qui reste sur 10 victoires en NBA, du All-Star Game en espérant qu'il y trouve enfin sa place. Vous pourrez entendre le Picard parler puisque Maxime Mallet, notre envoyé spécial permanent ou correspondant à New York, l'a rencontré mardi à l'occasion d'un match gagné à Brooklyn face aux Nets, 118-107. Maxime est l'un de nos 3 intervenants cette semaine. Bonjour Max. Salut. Seront également avec nous Yann Onona. Salut Yann. Salut Xavier, salut à tous. Et Amaury Perdriau. Salut Amaury. Bonjour tout le monde. Alors on ne perd pas de temps, partons tout de suite à l'assaut de celui qui a remporté en 2019 le trophée Alain Gilles décerné au meilleur basketteur français. Début du game. Alors messieurs, qui veut prendre la parole en premier? Dites-moi, moi la question que je me pose, j'ai l'impression que Rudy Gobert n'était pas excellent en début de saison. Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'ai une lecture un peu biaisée? Ou est-ce qu'effectivement, il y a quand même eu un gros coup de boost au fur et à mesure dans la saison de Rudy Gobert? Yann? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. D'abord, à mon avis, comme à l'image d'Evan Fournier et d'autres joueurs qui revenaient de la Coupe du Monde, je pense qu'il y a un petit contre-coup. Donc ces statistiques purement chiffrées étaient effectivement en deçà de ce qu'ils faisaient l'année dernière. Et c'était on avait un sentiment un peu mitigé parce qu'en plus, collectivement, son équipe ne tournait pas. Et évidemment, ça va ensemble. Et Utah a dû faire face donc, à un assez gros remaniement d'effectifs avec le départ notamment d'Eric Favors, qui était dans le même secteur que Rudy. Et puis du départ du MVP de la Coupe du Monde, Ricky Rubio. Donc il a fallu intégrer un nouveau meneur de jeu. Et comme vous le savez, ça ne s'est pas très très bien passé, en tout cas au début. En tout cas aujourd'hui, Mike Conley, puisqu'on parle de lui, n'a pas encore trouvé sa place parfaitement dans ce collectif. Et d'ailleurs, la bonne série d'Utah se passe sans lui, ce qui soulève des questions. Mais je pense que ça contribue tout ça à expliquer pourquoi Rudy Gobert a mis un moment à rentrer dans sa saison. En tout cas, là, il l'a fait, puisque en dehors des victoires, on s'est aperçu au fil des matchs qu'il était devenu une force réellement dominante. Il n'y a personne qui arrive à l'arrêter actuellement, que ce soit en défense, en attaque. Techniquement, c'est intéressant puisqu'en plus, il pose des écrans. C'est l'un des meilleurs poseurs d'écrans en NBA. Vous savez, on appelle ça des écrans décisifs. C'est comme des passes décisives, c'est-à-dire qu'il libère ses coéquipiers pour marquer des tirs. En fait, il fait un peu tout sur le terrain. On l'avait rarement vu aussi dominant, non n'est-ce pas, Max? Je ne sais pas ce que tu as observé à Brooklyn. Oui, c'est ce que tu as dit. Il en a parlé lui-même quand on l'a vu la veille du match contre Brooklyn lors de l'entraînement. C'est vrai que parmi tous les joueurs d'Utah qui a pivoté, on va dire, d'une équipe bien solide à l'intérieur avec Gobert et Favors, ils ont préféré séparer de Favors pour faire venir Bogdanovic. Et donc, ça a complètement changé ses habitudes de jeu et ça a demandé un petit temps d'adaptation individuelle et collectif. Donc, c'est ce qui a pu aussi expliquer le début de saison. Et après, ouais, l'équipe a quand même pas mal évolué en termes de style par rapport aux années précédentes. Donc, ça demande forcément du temps pour se trouver, sachant que la pré-saison NBA est pas très longue et qu'elle a été encore plus raccourcie ces derniers temps. Il y a de moins en moins de matchs de pré-saison. Donc, souvent, le premier mois et demi, c'est ce qui permet de faire les derniers ajustements. D'un point de vue coaching, purement, ce qui est hyper intéressant avec un joueur comme Rudy Gobert, comme tu disais, c'est sur la pose des écrans, mais non seulement la pose de l'écran qui est efficace, mais rouler vers le panier, qui l'est de plus en plus. Et finalement, il est facile à trouver parce qu'il est grand, il est haut, on peut facilement avoir des dunks avec lui, mais parce qu'il mobilise la défense en face, tous les shooters de Utah qui sont plutôt efficaces en ce moment, les Joe Ingles, les Donovan Mitchell capables d'artiller de partout, Bogdanovic, c'est pareil. Ce sont des joueurs qui se retrouvent à avoir des tirs ouverts. Joe Ingles, sur le match face à Brooklyn, il y a 2 jours, il disait, mais en fait, il nous facilite tellement la tâche à mobiliser la défense adverse que nous, on a l'impression de mettre des tirs d'entraînement. Et je pense que ça résume assez bien la progression courte au cours de la saison. C'était pas le cas au début, au mois d'octobre, au novembre, parce qu'il y a ce contre-coup de la Coupe du Monde. Et puis maintenant qu'il est fit, qu'il est rapide et efficace, ça paye. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, Maxime, et j'aurais bien aimé avoir ton avis là-dessus, c'est que j'ai eu l'impression pendant cette série
que le vrai franchise player, le joueur numéro 1 de Utah, c'était pas Donovan Mitchell, dont on disait a priori que c'était le visage de la franchise. J'avais l'impression que c'était vraiment Rudy en fait. Est-ce qu'on est chauvin ou est-ce que c'est vraiment ça ? Non, il y a un peu de vérité là-dedans. Notamment, Mitchell a manqué un match à Washington. Donc, c'est vrai que Mitchell, ce qu'il apporte, c'est très important pour Utah. Utah ira pas loin sans un grand Donovan Mitchell. On l'a vu encore contre Brooklyn où quand il y a besoin d'aller chercher un panier sur demi-terrain, quand la spirale est pas trop bonne dans le match, il va pouvoir créer quelque chose, s'arracher jusqu'au panier et mettre 2 points qui remettent l'équipe dans le bon sens. Mais si on enlève Donovan Mitchell, on peut trouver d'autres joueurs d'Utah qui vont pouvoir scorer, etc. Si on enlève Rudy Gobert, par contre, il y a beaucoup de choses qu'il fait que personne d'autre dans l'effectif n'est capable de faire. Donc ça va amputer Utah d'une grosse partie de son identité plus importante que si Mitchell n'est pas là, même si Mitchell va avoir une meilleure moyenne de points à la fin de la saison. Pour l'instant, Rudy Gobert est là et ça fonctionne bien pour le Jazz puisque donc le Jazz en est à 10 victoires consécutives. Alors, il faut un petit peu la relativiser. Vous avez parlé de Washington, vous avez parlé de Brooklyn, ce ne sont pas les meilleures équipes de la NBA. Charlotte, New Orleans, Chicago également. Malgré tout, ce que veut retenir Rudy Gobert, c'est que l'équipe progresse et c'est sûrement là l'essentiel. Et on va l'entendre tel qu'il l'a dit à Maxime. Pas super satisfait du stretch qu'on a vu avant ça. Et on savait qu'on ne jouait pas le meilleur basket qu'on pouvait jouer. Et donc on a continué à travailler. On a eu aussi un calendrier qui s'est un peu relâché, qui nous a permis de récupérer un peu plus. Et on a vraiment l'impression qu'on progresse chaque match. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important. Effectivement, c'est vrai que Utah progresse. D'ailleurs, on aura l'occasion de le voir un peu mieux dans la deuxième partie du mois. Puisqu'à un moment, ils vont se mettre à affronter des équipes comme Dallas, Houston, San Antonio, Denver 2 fois, Portland 2 fois, Houston, à nouveau Dallas. Donc là, ça va vraiment être plus compliqué. Est-ce que, d'après toi, Yann, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire juste avant le All-Star Game, qu'on saura vraiment ce que Utah a dans le ventre ? Alors j'aimerais tempérer un petit peu justement ce constat selon lequel ils ont joué des mauvaises équipes. Je pense qu'en NBA, gagner 10 victoires d'affilée, c'est juste rare en fait, c'est juste quelque chose, c'est pas évident. Et je crois qu'il y avait 5 matchs à l'extérieur. D'ailleurs, la preuve, c'est que les Lakers viennent de perdre à domicile contre Orlando au bout de 9 victoires. Des concentrations assez... Oui, c'est ça. Ils auraient pu en lâcher 1 ou 2 sur la route. Ça aurait fait de mal à personne, ni à leur classement, ni à rien. Il y a un match sans Donovan Mitchell, comme vous disiez. Donc moi, je pense que ça reste une grosse performance. Ça reste le témoin d'une équipe qui fonctionne bien, qui a trouvé une formule collective. L'arrivée de Jordan Clarkson, notamment, a apporté beaucoup, puisqu'il score en sortie de banc. C'est exactement ce qu'ils n'avaient pas avant, en fait. Je pense que c'est ce qu'ils espéraient que Dante Exum puisse apporter ponctuellement, qui lui est parti du coup à Cleveland, et Jordan Clarkson apporte une menace supplémentaire. Je vous rappelle que les dernières années, ils avaient un problème de scoring quand même sur l'arrière à l'aile, et donc là ils ont ramené Bogdanovic et maintenant Clarkson qui vient en plus mettre un peu le bazar sur la ligne arrière. Je pense que tout ça fonctionne bien. Voilà. Mais je rejoins en tout cas la question initiale de Xavier, effectivement. Mais je pense que c'est comme ça pour un peu toutes les franchises qui naviguent entre 1 et 8 à l'Est et à l'Ouest. Jusqu'au All-Star Game, il y a cette période en fait déjà où il y a des équipes qui vont peut-être chercher à s'ajuster sur le marché, des équipes qui vont chercher à se positionner, savoir si vraiment en fait le but c'est d'aller jouer les playoffs ou pas. Et pour le Jazz, en fait, la réalité, c'est jouer les 4 premières places à l'Ouest, qui donnent l'avantage du terrain sur le premier tour des playoffs. Et sachant que là, ils sont deuxièmes. Mais attention, les prétendants, entre guillemets, sont bon nombre. Il y a encore Houston, les Clippers, Denver. 2-3 matchs perdus peuvent signifier un net recul sur la conférence Ouest. Donc, ça va être, je dis pas qu'il y a danger, mais ça va être intéressant à suivre. Parce que toutes les équipes qui vont affronter sont un peu dans ce mode-là également, de se tester. Donc ça pourra donner des matchs bizarres. Il faut s'attendre peut-être à ce que la série s'interrompe, mais voilà, c'est pas parce qu'il y aura un match perdu qu'ils pourront pas. Je pense qu'une équipe qui pourra quand même enchaîner 3 victoires après la défaite qui viendra probablement un jour. C'est sûr qu'à la fin du mois de février, on en saura bien plus, évidemment, mais c'est un peu logique. À ce moment-là, le All-Star Game sera passé. Peut-être, Rudy Gobert y sera. On sait que ce ne sera pas par la première possibilité, c'est-à-dire ce mélange de vote des fans, de vote des médias et de vote des entraîneurs. Ce sera
peut-être grâce au choix des entraîneurs purs. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, Max. On sait que jusque-là, ils l'ont oublié. Les 2 années précédentes, il a été oublié. On sait aussi que c'est une source de motivation très forte chez lui. Oui, les deux. Alors juste pour la première, les titulaires, c'est 50% de fans, 25% de médias, 25% les joueurs eux-mêmes, et donc les entraîneurs pour les remplaçants après ça. Oui, c'est une motivation, c'est quelque chose dont il se nourrit. Il vaut mieux, parce que vu comment est traité Utah et son style de jeu à lui, qui est pas forcément celui qui va faire les highlights des comptes Twitter pendant les matchs. Voilà, avec cette combinaison-là, il n'a pas forcément l'exposition que d'autres joueurs ont. Je pense qu'en ce moment, par exemple, on parle plus d'Alex Caruso que de Rudy Gobert. Alex Caruso, qui, rappelons pour ceux qui ne connaissent pas forcément, est le meneur remplaçant des Lakers, qui a un style un peu particulier, qui avait sa petite cote à l'université. Et c'est vrai que dernièrement, il y a eu des calculs qui ont été faits sur les grands médias, sur les réseaux sociaux, et on s'est aperçu que Rudy Gobert n'était jamais cité par les grands médias, Utah quasiment jamais. Quand c'était le cas, c'était de façon négative. Et que Alex Caruso, qui a un petit côté un peu, c'est une mascotte, va dire, quoi. Voilà, c'est un gadget. Parce qu'il joue bien, c'est pas la question. Il joue aux Lakers mais surtout. Voilà, il joue aux Lakers, il joue très correctement, mais c'est devenu aussi c'est un buzz, quoi. C'est devenu un buzz. Sauf que forcément, ça l'agace, Rudy. On va l'écouter parler de ça, des réseaux sociaux. Ça fait 7 ans que je suis à Utah, donc je sais un peu comment ça marche, je sais comment les réseaux sociaux ça marche, toutes ces choses-là. Malheureusement, ça va être dur de changer ça. Mais bien sûr, tant qu'on continue à gagner les matchs, c'est dur pour eux de nous ignorer indéfiniment. Quand j'en parle, les gens disent que je suis une pleureuse ou que je me plains, mais c'est la réalité. Et le problème, c'est que ça impacte aussi beaucoup d'autres choses, comme bien sûr les All-Stars, toutes des choses comme ça, c'est impacté, et donc ça impacte on dit ta legacy, c'est-à-dire ça impacte beaucoup de choses comme ça, mais bon, on peut rien y faire, c'est comme ça reste une ligue où c'est aussi un show, et ça reste un business, donc nous on apprécie la part du jeu et on fait ce qu'on a à faire, et puis c'est fun aussi de jouer quand tu sais que les gens te prennent pas vraiment aussi au sérieux que notre équipe. Parce que ça nous rajoute une petite fierté. C'est pour ça que je dis toujours que si je gagnais un titre avec Utah, ça aurait plus de valeur que n'importe quel autre endroit, parce qu'on se bat contre ça aussi tous les jours. Ce qui est intéressant dans ce que dit Rudy, ce qu'il faut noter, moi je l'ai vu le mois dernier à Salt Lake, c'est pareil. Je sens en tout cas que depuis 2 ans, et ces 2 non-présences au All-Star Game, en tout cas avec le titre de meilleur défenseur, il accorde quand même un peu moins d'importance à cette éventuelle sélection. C'est important. Tu veux dire qu'il est passé au-delà de ça ? Mais j'ai du mal à y croire, moi. Le discours de « il ne maîtrise pas », c'est une réalité. Et il y a une autre réalité à laquelle il doit faire face, c'est que typiquement, les entraîneurs américains vont, disons, plus facilement favoriser un joueur américain ou un joueur issu du terroir national. Donc, Rudy Gobert... Ça marche encore, ça, à l'époque des Jokic, des Embiid, des Antetokounmpo ? Je suis pas forcément d'accord avec la manière de faire, mais c'est sans être fataliste, mais ça marche déjà un peu comme ça. Donc, au final, lui, il ne le maîtrise pas, et ce qui va l'aider à se mettre en avant, c'est les résultats de son équipe, ses prestations individuelles, et donc, son discours, voilà, il a un peu évolué en ce sens-là. Je le trouve un peu moins impatient. C'est comme il le dit, voilà, s'il gagne un titre, ça surpassera tout. Donc, bon, évidemment, s'il est sélectionné pour le All-Star Game, ce sera un énorme accomplissement personnel. Mais au final, s'il ne l'est pas cette année, j'y crois pas, mais s'il ne l'est pas cette année, ce ne sera qu'un élément de motivation supplémentaire. Ce qui manque, c'est pas un petit peu la part de fun dans le jeu de Rudy. Il n'y a pas d'évolution offensive. Je te regarde, Yann, là, je regardais les stats, les fameuses shot charts, qui nous permettent de savoir d'où il shoot. Il a toujours dit qu'il essayait d'avoir un shoot à mi-distance. Cette année encore, il a fait 6 shoots en dehors de la raquette. Il en a réussi 2. Oui, mais c'est pas si mal en fait. non, mais je pense qu'il commence à avoir un shoot. C'est juste mais que il en a mis 2 en dehors de la raquette depuis le début de la saison. Mais il en prend 6 sur une moitié de saison, un tiers de saison. Ça, c'est parce que simplement le jeu aussi des équipes où il a été doit s'adapter à ça, doit intégrer que ça existe dans sa panoplie offensive. Il n'est pas en position de prendre ses tirs. D'ailleurs, c'est un joueur qui excelle dans le mouvement. Donc c'est un joueur qui est complètement adapté à la NBA d'aujourd'hui. C'est sans doute pour ça qu'il a un peu plus de difficultés quand vient l'été
Il est sous le maillot de l'équipe de France avec des raquettes qui se resserrent un peu plus, ou un terrain plus petit. Mais dans le jeu de la NBA où tout est en mouvement, pour lui, c'est parfait. Je ne suis pas tellement d'accord avec le fait qu'il n'ait pas un jeu d'attaque assez flamboyant. Quand on dit All-Star Game, pour moi, je pense tout de suite à alley-oop, je pense à dunk. Je pense que contre, c'est un truc très bien pour les highlights. Moi, je pense qu'il a un jeu tout à fait adapté. Aussi. Oui, non, il ne va pas faire des crossovers, c'est sûr. Mais bon, on voyait Shaquille O'Neal prendre des tirs à 3 points pour rigoler All-Star Game à une époque. C'est marrant parce que je crois, toi, ça fait longtemps que tu côtoies Rudy Gobert, que tu observes sa carrière. Tu sais que beaucoup plus jeune, il avait un jeu d'extérieur quasiment. Oui, absolument. C'est l'une de ses qualités de base. Il est arrivé à Cholet, il avait 15 ans. Il est né en 92, donc c'était en 2007. Il avait 15 ans, il jouait ailier, il mesurait qu'1m93. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'avait pas été sans doute retenu à l'INSEP, c'est que c'était pas encore un produit fini. On savait pas qu'il allait être aussi grand et il était peut-être pas assez bon vu sa taille et vu le poste à l'époque. Mais du coup, ça lui a donné, quand il a grandi, des qualités que d'autres grands n'avaient pas. Comme c'était le cas aussi pour Joachim Noah, qui a eu un parcours similaire. Et donc, il a été pisté, dès qu'il a grandi, il a été pisté par toutes les franchises NBA. Il a été façonné, vous savez, par Jean-François Martin, qui est le formateur historique du centre de formation de Cholet, qui a dégoté tout un tas de futurs joueurs NBA. De Nando De Colo à Rodrigue Beaubois, Michael Kevin Séraphin à Michael Gélabal. Voilà, donc il est passé par cette couveuse choletaise. Max, j'ai l'impression que la meilleure chose qui pouvait arriver à Rudy Gobert, c'est que la concurrence aussi s'élimine d'elle-même. Karl Anthony Towns a complètement disparu des radars. C'est vrai, l'an dernier, il était All-Star Game et c'était un concurrent direct pour Rudy Gobert. C'était pas lui le grand concurrent finalement de Rudy Gobert, Max ? Oui, mais comme je crois qu'on avait parlé dans un podcast précédent aussi, il y a eu un grand chamboulement à l'Ouest à l'intersaison. Donc avec Kevin Durant qui est parti et puis on a eu les blessés des Warriors. Donc il y a sans doute plus de place à prendre cette année dans l'effectif de l'Ouest, même si après les équipes sont mélangées, il y a quand même 12 joueurs de l'Ouest et 12 joueurs de l'Est qui sont sélectionnés. Donc il y a vraiment des places à prendre et oui, on a l'impression que des joueurs avec qui il était à la lutte l'an dernier, comme Karl Anthony Towns, que maintenant il est au-dessus, quoi. Donc son équipe a son meilleur classement aussi depuis ces dernières années quand il prétendait, en 2017 et en 2019, puisqu'en 2018, il s'était blessé une partie du début de la saison, donc il n'était pas vraiment dans les candidats. Donc Max, son équipe a de meilleurs résultats. Lui semble au-dessus de ses concurrents directs, donc c'est vrai qu'il y a plus de place à prendre. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être, comme on dit ici, the perfect storm, la tempête parfaite en termes de ce qui se passe. C'est le timing, c'est le bon timing. Ouais. Mais moi, je pense qu'indépendamment du timing, Xavier, je pense que là, en tout cas à ce stade, après, si Utah reste deuxième ou troisième au All-Star Break, pour moi, ça fait strictement aucun doute qu'il soit sélectionné. Mais même s'ils descendent, je pense que même si Karl Anthony Towns jouait, vous voyez comment tourne Minnesota actuellement, il est blessé depuis assez longtemps. Je pense qu'il y a peu de doutes en fait. Moi, honnêtement, j'ai peu de doutes malgré le fait qu'il ait été snobé ces dernières années. En 2017, Max, je dis pas de bêtises, c'était en fait ils avaient pris qu'un joueur, ils avaient pris Gordon Hayward, c'est ça ? Je dis pas. Ouais, il y avait eu un joueur d'Utah et c'était Gordon Hayward. Et puis bon, voilà, l'an dernier, on l'a vu, c'était plutôt des joueurs d'autres équipes qui avaient été préférés. Lui, en tout cas, il a l'impression de faire ce qu'il faut pour ça, et c'est ce qu'il a encore répété justement à toi, Max, il y a 2 jours. Écoute, c'est les coachs qui vont voter, les fans, c'est les gens qui doivent voter qui vont voter. Et puis moi, en tout cas, je fais ma part du boulot, j'essaie d'aider mon équipe à gagner, ce qui est pour moi le plus important. Amaury, je voudrais qu'on revienne aussi sur un point essentiel qu'on pourrait croire avoir beaucoup discuté, mais en fait on peut encore en parler parce qu'on l'a pas tant exploré, ça, c'est la défense. Il a moins de 2 contres par match cette année, et le premier est après 3, c'est Hassan Whiteside. Est-ce qu'on peut pas dire finalement que Rudy Gobert c'est l'efficacité ou Whiteside c'est le show? Whiteside c'est rappelons, c'est le pivot de Portland, c'est celui qui dit je suis le meilleur défenseur intérieur du monde, mais dont personne ne le croit. Là où Rudy Gobert la joue beaucoup plus en finesse, mais
il est élu chaque année meilleur défenseur. En même temps, c'est pas compliqué. Portland laisse les adversaires rentrer dans la raquette. Donc, Whiteside a plus de contre à aller chercher. Je pense. Enfin, ce serait intéressant de voir la statistique. C'est-à-dire qu'il y a un type de compte, c'est ça que tu nous dis. Oui. Et puis, non, mais défensivement, je pense que Rudy change les tirs. Tous les shoots qu'il ne va pas contrer, le reste, ce sera du shoot dont les trajectoires sont changées. Je pense que l'efficacité globale d'un adversaire d'Utah diminue quand Rudy Gobert est sur le terrain. Ça a été prouvé statistiquement l'année dernière, ça doit être le cas encore. Alors, j'ai vérifié, André Drummond, 5 sur 16 au tir lors de leur duel. Joel Embiid, leur dernier duel, 5 sur 13 au tir pour Joel Embiid. Karl Anthony Towns, 10 shoots. Bon, la veille, il avait été largement meilleur, mais il y a un impact réel directement sur l'adversaire. Mais parce que les joueurs savent que quand ils sont face à Rudy Gobert, on est sur une envergure démesurée, donc il faut modifier un double pas, modifier un shooter plus vite, et donc finalement dans des mécaniques qui sont rodées et ça change les automatismes d'un joueur face à lui. Donc au final, c'est pas parce qu'il n'y a pas 3 contre par match pour Rudy Gobert, ça l'a pas empêché de faire des matchs à 5 contre sans problème cette saison. Mais c'est juste qu'en fait, à un moment donné, les adversaires cherchent des solutions pour éviter d'avoir à se frotter à Rudy Gobert. Donc, mécaniquement, il aura moins de contre à faire, mais ça l'empêche pas d'être le meilleur défenseur à mon sens. Je sais pas si vous avez vu, il y a une séquence contre Brooklyn justement qui tourne là depuis le match, où on voit 3 ou 4 joueurs de Brooklyn qui s'approchent de la peinture, qui reculent, qui s'approchent encore, qui essayent de pénétrer, puis qui ressortent le ballon. Et la séquence se termine par un tir de Jarrett Allen en tête de raquette, qui est pas vraiment, je pense, qui était attendu par Kenny Atkinson, vu que voilà, Jarrett Allen, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer tout près du cercle. Donc voilà, c'est aussi ce genre de séquence où il y a 0 statistique dedans et pourtant il y a un impact. Et la vraie évolution de Rudy Gobert, et elle s'est vue un petit peu pendant la Coupe du Monde, c'est sa capacité aussi à défendre de plus en plus loin. Ce qui avait été problématique face à un joueur comme Karl Anthony Towns, capable de shooter à 3 points, c'est qu'il y a eu des matchs où Rudy Gobert, du coup, en défendant un peu plus en retrait, parce qu'il ne veut pas être drivé, enfin qu'on ne pénètre pas face à lui, pouvait laisser ses shoots ouverts là. Et Karl Anthony Towns, qui est un peu le nouveau poste 5 capable de shooter loin, s'était régalé. Aujourd'hui, Rudy Gobert, on le voit, il y a peut-être un pas de plus vers la ligne à 3 points. Donc finalement, cette capacité à gêner toutes sortes de joueurs au-delà de 7 mètres. Mais voilà, ça augmente pas son nombre de contres, mais par contre, ça augmente son efficacité en défense. Moi, je voudrais qu'on passe maintenant sur un autre sujet qui est moins connu finalement des personnes qui nous écoutent, c'est celui de la personnalité de Rudy Gobert et de l'évolution de sa personnalité. Vous le fréquentez tous, on va dire de façon régulière ou irrégulière, mais au moins une fois par an, en le voyant soit avec l'équipe de France, soit Max, toi tu le vois venir jouer en NBA, toi tu y es allé, tu l'as vu dernièrement, Amaury. Est-ce que c'est un garçon qui a évolué ? Rappelons qu'il est né en 92, donc voilà, il arrive dans la force de l'âge. Yann, est-ce que la personnalité de Rudy Gobert, est-ce qu'il est de plus en plus à l'aise ? Est-ce qu'il a évolué au fur et à mesure des années ? À vrai dire, alors si on parle de niveau médiatique, oui, puisque au tout début, évidemment, comme beaucoup de joueurs, il ne savait pas trop quoi faire avec toutes les questions que nous, on voulait lui poser en mettant les projecteurs sur lui, alors qu'il était encore que dans une petite ville... à apprendre le basket, à apprendre à faire ses armes. Donc il a beaucoup évolué par rapport à ça. Mais pour ce qui est de l'état d'esprit, moi honnêtement, j'ai pas le sentiment. J'ai retrouvé des interviews d'il y a déjà 6-7 ans où en fait il a déjà ce même discours où il se sert un peu, il se nourrit des doutes que tout le monde pose sur lui en fait pour dire voilà, on n'a pas voulu de moi à l'INSEP, on n'a pas voulu que je fasse ci, on n'a pas voulu que je fasse ça. Et en fait, c'est toujours ça. Moi, il y a un côté vraiment compétiteur qui est assez frappant. C'est un joueur qui a faim, c'est un joueur qui a vraiment faim. Quand Gordon Hayward avait quitté Utah, je sais pas, moi je m'attendais à retrouver un joueur un peu découragé, un peu et en fait c'était un des seuls. Moi, enfin je dois admettre, c'est tout. Moi je m'étais dit bon bah voilà, c'est un petit marché, encore la grosse star qui s'en va. Rudy Gobert va se retrouver au milieu de ce bazar et puis il risque d'avoir des années très longues, un début de carrière un peu voilà compliqué, etc. Et en fait lui par contre il te regardait droit dans les yeux et disait non pas du tout, il s'en va, mais alors. Et j'ai l'impression que c'était un peu le seul à croire. Et aujourd'hui, on voit que c'est des candidats crédibles à une finale de conférence. Je pense que c'est ce qu'ils visent au minimum cette saison. Max, quand on rentre dans le vestiaire du Jazz, quelle est l'attitude comment ça se passe autour de Rudy Gobert ? Déjà, est-ce que c'est celui qui a le plus de journalistes qui est autour de lui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui déconne, rigole avec ses coéquipiers, au contraire quelqu'un de plutôt discret ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'envers du décor ? Il n'y a pas forcément tous les journalistes parce que, comme beaucoup de Français de NBA,
il est souvent parmi les derniers joueurs à avoir pris la douche, à avoir appliqué les lotions, s'être bien habillé. C'est une constante quasiment de tous les joueurs français. Donc des gars qui sont par exemple en deadline ont dû déjà repartir. Mais non, c'est un des joueurs qui est les plus écoutés dans le vestiaire, qui est un des leaders, voilà, qui est très à l'aise dans ce vestiaire, qui je pense est parfaitement conscient de ce qu'il est, de ce qu'il peut apporter, de ses capacités, qui a, comme je pense le disait Yann, toujours le même niveau de confiance en lui, sauf qu'aujourd'hui il y a ce qu'il fait sur le terrain qui vient exactement corréler cette confiance en lui, ce qui était pas forcément le cas quand il est arrivé dans la ligue, bien sûr. Donc non, c'est quelqu'un aussi qui est pas dans sa bulle, au sens où il est conscient de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, on l'a entendu, de l'image d'Utah, de son image à lui. Et en même temps, il fait d'autres trucs par ailleurs. Par exemple, il a sa fondation. Quand il fait des contres, il donne pour des associations caritatives. Voilà, un peu dans toutes les villes. Il fait ça. Et il sait aussi, maintenant, il vient d'investir dans l'e-sport avec la franchise Call of Duty de Londres. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, qui est ouvert, qui a de l'ambition, mais voilà, qui est conscient du contexte et de tout ce qui se passe autour de lui. C'est un ambitieux, mais qu'il assume. Je rappelle qu'il annonce qu'il vise la médaille d'or aux Jeux Olympiques, tout simplement. Et déjà, au Mondial, c'était pareil. Il a pas peur de se cacher. Il préfère assumer d'avoir des ambitions qui paraissent démesurées, mais en fait, il les assume complètement. Et derrière, il y a la déception est à la hauteur généralement de ces ambitions-là, mais au final, il toujours. C'est pas le propre de cette génération-là. Je pense à Evan Fournier, un peu pareil. De la même génération, on avait Geoffrey Lauvergne qui n'est pas le dernier à avoir à parler et qui a pas la langue dans sa poche. Yann, c'est pas un petit peu voilà, ces jeunes-là qui étaient de l'après par cœur et qui avaient tout simplement aussi besoin de marquer leur territoire face à de passer après des mâles alpha. Tout à fait, bravo, bien résumé, surtout après le fiasco en 2017 de l'Euro où justement dans l'incapacité à créer une hiérarchie, mais bon, enfin Rudy Gobert n'était pas là cette année-là, mais néanmoins l'équipe s'était un peu crachée en Turquie et en Finlande, et effectivement ils avaient besoin de marquer leur territoire, de lancer quelque chose, et à la Coupe du Monde c'était frappant, à la conférence de presse inaugurale, il y avait Nicolas Batum qui s'est naturellement mis un tout petit peu en retrait en disant moi je vais être un leader par l'exemple qui va accompagner la nouvelle génération. Rappelons que Nicolas Batum a 4 ans de plus que Rudy Gobert. Oui, absolument, 88, et Rudy Gobert était celui qui avait parlé le plus fort, c'est lui qui avait le plus affiché l'ambition, qui avait dit qu'ils n'avaient pas peur des États-Unis, que peu importe, et on rappelle qu'ils sont évidemment très très proches avec Evan Fournier, ils sont de la même année, et d'ailleurs ni l'un ni l'autre n'a remporté une médaille d'or en équipe de France jeune, ce qui est intéressant puisque Batum a gagné des médailles d'or en équipe de France jeune, la génération Parker aussi. Eux ils sont un peu dans un espèce de creux de l'histoire des équipes juniors, là où ils n'ont pas été au bon endroit au bon moment, ou dans la bonne forme, ou ensemble. Et c'est ce qui, pour moi en tout cas, c'est ce qui finalement juste répond un peu à ta question sur l'évolution de sa personnalité. En fait, tout simplement, avec l'âge, il est devenu leader. Il a envie de devenir leader à la fois de son équipe à Utah, ça se voit, c'est criant. Dans le vestiaire, il est à côté de Mitchell, Ingles, c'est les gars qui mènent cette franchise vocalement et sur le terrain. Et il veut être leader de l'équipe de France. Et je pense que c'est son évolution majeure. Il est arrivé en NBA sur la pointe des pieds pour apprendre. Et le voilà aujourd'hui à porter sa franchise. Il y a quelques années, à l'époque, quand il était arrivé en NBA, je pense 1 ou 2 ans après, j'étais passé par Salt Lake City. Et je me souviens qu'on racontait là-bas, en tout cas, qu'on n'avait jamais vu une hype pareille, en fait, ou en tout cas une excitation depuis l'époque, tout simplement, de John Stockton et Karl Malone. C'est pour dire ce qu'il a vite représenté, en tout cas au moins dans cette ville, avant de le représenter à l'échelle de la NBA, peut-être un jour, s'il est reconnu à sa juste valeur. Mais en tout cas, c'est ça qu'on disait de Rudy Gobert assez vite à Salt Lake City. On espère pour lui qu'il ira comme le grand duo historique de Dream Teamer, Stockton-Malone en finale, mais que là... Contre Jordan. Qu'il les gagnera. Contre Jordan, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler de Rudy Gobert pendant toute l'année 2020, puisqu'on en a parlé, les playoffs, les Jeux Olympiques. Voilà, plein de bonnes choses à vous raconter. On va tout simplement se dire à la semaine prochaine. Déjà, c'est déjà pas mal. Et vous remercie de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.